Alors, bonjour et bon courage pour la préparation. Pour cette séquence-là, on va la consacrer au chapitre la pollution et milieux pollués. La pollution et milieux pollués. Très bien. Alors, lorsqu'on parle des milieux pollués, bien sûr, quels sont ces milieux? C'est l'air, c'est l'eau, et puis le sol. Ce sont les différents milieux de vie. Commençons par la pollution de l'air. La pollution de l'air. Et on va donner la manifestation de cette pollution de l'air, ou bien les aspects de la pollution de l'air. Le premier aspect à cette pollution de l'air, on va parler de l'effet de serre. Mais l'effet de serre accentué. On va laisser ça pour après. On va parler d'abord de l'effet de serre. Et on va dire que l'effet de serre, c'est un phénomène d'abord naturel. Effet de serre, c'est un phénomène naturel grâce auquel la vie est devenue possible sur Terre. Je m'explique. C'est grâce à cet effet de serre que la température de la Terre est passée de moins 18 degrés Celsius à 15 plus 15 degrés Celsius. Vous imaginez, à moins 18 degrés Celsius, l'eau elle va être à l'état solide, à l'état de glace. Donc, aucune forme de vie ne peut être possible. Mais grâce à l'effet de serre, c'est une température de plus 15 degrés Celsius, ce qui est profitable aux êtres vivants qui vont profiter de l'eau à l'état liquide sur la surface Terre et donc possibilité d'avoir une vie sur Terre. Alors, quel est le problème? Mais, je l'ai noté en rouge, les activités humaines ont amplifié, c'est-à-dire accentué, ils ont accentué ce phénomène conduisant à un réchauffement de la planète. C'est-à-dire augmentation de la température de la Terre. Reste le comment. Les activités humaines, dégagent des gaz à effet de serre, qu'on va qualifier de GES. Ces gaz à effet de serre renvoient les rayons infrarouges, réfléchis par la Terre. Par la Terre. Je peux faire un petit schéma qui illustre ce phénomène à effet de serre. Là, nous avons le Soleil. C'est la source de l'infrarouge. Ces rayons infrarouges, elles vont parvenir sur Terre. La Terre
elle absorbe une quantité des infrarouges. Mais elle va refléter une autre partie d'infrarouge. Cette partie d'infrarouge qui est censée partir vers l'espace. Dans l'espace. Mais au niveau de l'atmosphère, on trouve les GES. Quels sont les GES? Le méthane, le plus redoutable, CO2, O3, CFC, vapeur d'eau, etc. Tout ça, c'est les NOx. Tout ça, c'est des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'ils font? Elles réémettent une partie de ces infrarouges vers la Terre pour ne laisser passer qu'une partie minime vers l'espace. Alors, les activités humaines, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent la concentration des gaz à effet de serre. Et du coup, la quantité d'infrarouge qui va revenir sur Terre, elle va augmenter. Et donc, la quantité qui va partir dans l'espace va diminuer davantage, comme ça. Donc, beaucoup d'infrarouges sont retenus par les gaz à effet de serre, et la conséquence, c'est une augmentation de la température de la Terre. C'est pourquoi on parle d'un réchauffement planétaire, d'une augmentation de la température de la Terre. Quelles sont les conséquences effet de serre? Quelles sont les conséquences? Les conséquences, on commence d'abord par effet de serre, donc qui dit effet de serre, augmentation de la température de la Terre, donc on va assister à des changements climatiques. Avec des inondations dans des endroits et de la sécheresse dans d'autres. Il va y avoir la fonte de la glace polaire. Et bien sûr, la conséquence est une élévation du niveau de la mer. C'est une extinction de nombreuses espèces. Et enfin, il va y avoir un déséquilibre naturel suite à cette situation. Donc voilà, pour l'effet de serre, il faut savoir le définir, il faut savoir dire quelle est la cause. Ce sont les gaz rejetés par les activités humaines, aussi bien les activités industrielles que le transport et les moyens de transport qui utilisent les énergies fossiles, pétrole, gaz naturel, charbon. Et donc, la rétention des rayons infrarouges, ce qui augmente la température de la Terre, avec toutes ces conséquences dramatiques sur l'équilibre de notre planète. Un autre aspect de la pollution, de l'air, ça va être le trou d'ozone. Alors, en fait, il ne s'agit pas plutôt d'un trou au vrai sens du terme, mais c'est un amincissement de la couche d'ozone située dans la stratosphère. La stratosphère, presque à 25 km de la Terre. Amincissement de la couche d'ozone, située dans la stratosphère, qui est une couche qui nous protège contre les ultraviolets solaires qui proviennent du soleil.
leur arrivée sur Terre. Parce que c'est des rayons qui sont très néfastes, très nocifs, et qui peuvent provoquer un certain nombre de problèmes, vieillissement de la peau, cancer, des inflammations, donc beaucoup de problèmes. Cet amincissement est la conséquence bien sûr de la pollution, d'une réaction entre les CFC, qui sont des chlorofluorocarbone, utilisés dans l'industrie de froid, donc dans la production des climatiseurs, réfrigérateurs, mais aussi dans les aérosols. Là, on appelle ça l'industrie de froid. Donc ils utilisent les CFC, et la conséquence de réaction entre CFC et la molécule O3 et la molécule d'ozone. Et la molécule d'ozone O3. En fait, on assiste à un cycle vicieux. C'est important de noter cette destruction cyclique. Nous avons O3, l'ozone, qui va réagir avec le chlore qui ressort à partir de CFC, ce qui va donner le ClO plus O2. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, et ce qui est redoutable, c'est que le ClO il est instable. Il va réagir avec un atome d'oxygène pour redonner le chlore libre plus O2. Le chlore libre, à nouveau, il va entamer un nouveau cycle de destruction de chlore. Et donc c'est pourquoi le seul moyen pour éviter l'élargissement de cet amincissement, il faut interdire l'utilisation des CFC. Et d'ailleurs, c'est l'accord de Copenhague en 1992 qui a promové l'interdiction de l'utilisation des CFC parce que le chlore, une fois dans l'air, elle va continuer à détruire O3 d'une façon perpétuelle. Donc c'est un cycle de destruction d'O3 perpétuelle d'une façon continue. Donc c'est pourquoi la solution, il faut interdire. Donc, solution, interdire l'utilisation de CFC, de chercher des alternatives. Chercher des alternatives pour le volet économique, des alternatives au CFC. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le trou d'ozone comme étant un aspect de la pollution de l'air. Voilà, donc reste un autre aspect toujours pour la pollution de l'air. Je vais effacer celui de l'effet de serre. Et donc, ce sont les pluies acides. Ce sont les pluies acides. Voilà. Un autre aspect, c'est celui des pluies acides. Alors, lorsqu'on parle de pluies acides, bien sûr, pluie, vous savez ce que c'est. Donc, c'est la vapeur d'eau qui va être condensée au niveau du nuage pour donner de la pluie. Et pour que ça devienne acide, donc c'est la dissolution des gaz atmosphériques dans l'eau de pluie, qui devient alors
de 3 à 4. Et donc, c'est des pH qui sont très acides. Et il faut imaginer comment on peut voir une vie des êtres vivants avec des eaux ayant un pH de l'ordre de 3 ou bien 4. Alors, exemple de réaction qui peuvent avoir lieu, c'est le H2O de la pluie avec le CO2 pour donner le HCO3-. Le H2O plus le NO2, l'acide nitreux, HNO3-. Le H2O plus SO2, c'est le H2SO4. Et donc tout ça, c'est la source de l'acidité. Donc, comme conséquence, la mort des bourgeons, des plantes, l'incapacité des racines à absorber une eau acide, et donc le couvert végétal va être dégradé, dégradation du couvert végétal. Et bien sûr, la mort de la faune aquatique, des poissons, surtout lorsqu'il s'agit des petits volumes des lacs. Et donc, l'acidité va influencer la qualité des eaux de la faune aquatique, le cas des lacs, et aussi la faune et la flore terrestre, la flore du sol. Le sol est un milieu vivant, il y a de la faune, il y a de la flore, et bien sûr avec des eaux acides, donc il y aura la mort de la faune et de la flore, et le sol devient alors du sol qui devient stérile. Voilà pour les plus acides. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir dans ça. Reste un phénomène, on doit le mentionner quand même, c'est le smog. C'est normalement, il y a deux mots. Il y a le mot smog, qui veut dire en anglais la fumée, et il y a le mot fog, qui veut dire le brouillard. Et donc, c'est une fumée avec du brouillard, c'est le mélange de la fumée, et donc, ça, on le trouve dans les villes industrialisées, dans des villes industrialisées, et ça provoque bien sûr une accentuation de l'effet de serre. C'est étouffant, l'asthme et pas mal de problèmes qui peuvent être provoqués suite à ce phénomène smog. Voilà ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la pollution de l'air. On va se pencher rapidement sur la pollution de l'eau. Pour ce qui est pollution de l'eau, la pollution de l'eau. Alors, donc lorsqu'on parle eau, on distingue les eaux de surface et les eaux salées.
lorsqu'on parle de eaux de surface, on peut distinguer aussi donc je fais une autre subdivision des eaux douces, les eaux douces et les eaux salées. Et les eaux douces, c'est peut-être des eaux de surface, lacs, rivières, etc. Comme elles peuvent être souterraines, les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques. Et bien sûr, les eaux salées, les grands réservoirs. On peut trouver des eaux souterraines qui sont salées, mais on va parler des grands réservoirs. Ce sont les mers et océans, en principe. En particulier plutôt. Alors, les origines de la pollution de l'eau. Quel que soit le type de réservoir, les origines de la pollution sont au nombre de 3. On parle d'une origine domestique, une origine industrielle, et bien sûr une origine agricole. Ce sont les 3 origines de pollution des milieux aquatiques. Bien sûr, si on peut détailler un petit peu, l'origine domestique, il y a d'abord les eaux usées domestiques. En l'absence de station de traitement de ces eaux, si elles sont déversées directement, elles vont nuire à la qualité des eaux de surface, mais aussi des eaux profondes, si elles sont rejetées sur un sol qui est perméable. Il y a aussi le lixiviat, qui va s'infiltrer pour polluer les eaux souterraines, mais aussi qui peut ruisseler et le retrouver dans les eaux de surface. Il y a les déchets solides. Lorsqu'on a une décharge non contrôlée, il y a le vent qui va ramener le plastique, le papier, tous les objets, il va être transporté. Sinon, même avec les eaux de pluie, on va les retrouver dans les cours d'eau. Sans omettre, bien sûr, les gaz. Si jamais il y a la combustion de ces déchets, et donc les gaz, on peut les retrouver dans les milieux aquatiques. L'origine industrielle, là aussi, on va parler des eaux usées industrielles. On va parler de la fumée, les gaz, qui vont revenir vers l'eau via les pluies acides. Et bien sûr, il y a les déchets solides. Je ne sais pas, donc des produits de lavage, on peut utiliser des quantités énormes de l'eau pour faire un lavage ou bien pour se débarrasser de certains déchets solides. Je pense à l'abattoir, je pense au dénodier d'Elfas par exemple, donc en traitant les peaux pour avoir le cuir. Donc il y a de fortes chances d'avoir avec les eaux déversées des déchets qui sont solides et qu'on va retrouver au niveau des rivières où déversent ces affluents ou bien ces eaux usées d'origine industrielle. Pour l'origine agricole, là aussi on va parler engrais, notamment chimiques, les pesticides, que ce soit insecticides ou herbicides, et le fumier. Le fumier, ce fumier et le lisier, déchets liquides et solides, bien le cheptel. Lorsqu'il s'agit d'un éleveur, il y a un grand nombre de le bétail, et donc les quantités, bien le fumier et le lisier, donc elles peuvent nuire à la qualité des eaux, bien sûr avec la percolation de l'eau de pluie. Voilà, ça c'est pour les origines. Avec la pollution d'origine agricole, on l'a toujours associé à un
fléau, un problème, un aspect de la pollution des eaux, à savoir le phénomène d'eutrophisation. Eutrophisation. Pourquoi on a associé ça à l'origine agricole? Parce que c'est la source principale des nitrates et phosphates. Ça n'empêche que l'origine industrielle et même l'origine domestique, les phosphates qui sont dans les détergents que l'utilisent dans la cuisine, peuvent aussi conduire à ce phénomène d'eutrophisation. Alors, c'est quoi une eutrophisation? Une eutrophisation, on va commencer par la cause et on va parvenir à la conséquence. Donc c'est une pollution, c'est la conséquence de la pollution des eaux par les sels de nitrate et phosphate. Ce qui conduit à une prolifération, à une multiplication anarchique des algues et de phytoplancton en général. Phytoplancton, l'ensemble des plantes qui vivent dans l'Amazon. Et de phytoplancton qui constituent une couche à la surface de l'eau. Quelle est la conséquence de cette couche à la surface de l'eau? Blocage de passage de la lumière en profondeur. La conséquence, c'est un arrêt de photosynthèse en profondeur. Qui dit arrêt de photosynthèse en profondeur, c'est-à-dire pas d'oxygène. Pas d'oxygène, c'est la mort, c'est l'asphyxie des êtres vivants aquatiques. Des êtres vivants aquatiques. Les seules bactéries qui subsistent, qu'est-ce qu'elles font? Elles fermentent. La fermentation dégage H2S et NH3 qui sont responsables de la mauvaise odeur. Donc la conséquence de tout ça, c'est la mort du lac, s'il s'agit d'un lac, ou bien le réservoir d'eau. Parce que généralement c'est un problème des eaux stagnantes. Elle est moins visible sur les eaux courantes, mais elle est très visible sur les eaux stagnantes. Et donc voilà, j'ai essayé de faire cette cascade des événements qui explique un petit peu ce phénomène d'eutrophisation, qui est le phénomène majeur, qui est l'aspect majeur de la pollution de l'eau. Et voilà, avec une cascade des événements conduisant jusqu'à la mort du lac, qui devient alors un lac eutrophe. Très bien. Voilà donc en ce qui concerne la pollution de l'eau. Reste pour la pollution du sol, c'est pas méchant, ça ne demande pas beaucoup de choses, dans le sens où le sol, c'est l'interface entre l'eau et l'air. Et donc, un problème de pollution de l'air va se répercuter, bien évidemment, sur le sol, et un problème de la pollution de l'eau, on va le retrouver dans le sol. Donc c'est pourquoi on ne va pas le détailler, donc vous aurez l'occasion de voir sur des exercices, donc la pollution avec des métaux lourds, voilà. Donc je vous dis bon courage et on se donne rendez-vous au chapitre prochain.